on va pouvoir commencer. Je me permettrai de dire que, comme on m'a dit au courant des travaux pour ce 50e du RIN, c'est qu'on marquait une page d'histoire. Donc aujourd'hui, c'est une page d'histoire modeste. Donc, on part avec quelque chose, là, mais au moins, on est avec M. Dorion, qui nous a fait le grand honneur de venir faire un hommage aux anciens du RIN. Donc, M. Dorion était membre du RIN à ses heures aussi, et il a fait un hommage très senti à Pierre Bourgault lors de ses obsèques en 2003. Donc, je vais lui laisser la parole, M. Dorion. Alors, merci Antoine. Et c'est arrivé souvent, même dans l'histoire du RIN, qu'on sortait devant parfois des salles vides. Et la fois suivante, on essayait d'en avoir un peu plus. Et c'est comme ça que les grandes œuvres se bâtissent à coup de petits échecs répétés, mais qui finissent par permettre, quand le moment est propice, de faire mieux, beaucoup mieux. On m'a demandé de rendre hommage aux pionniers du RIN. Deux choses à dire là-dessus. D'abord, il ne faut pas se faire d'idée, je n'étais pas un grand Manitou au RIN, j'étais membre, j'étais vice-président dans un comté, Saint-Henri. J'étais jeune, j'étais plutôt timide et gêné, je n'étais pas copain avec les grands membres fondateurs qui étaient, par exemple, d'Allemagne, Pouliot, Bourgault, etc. Deuxièmement, je vais sûrement être très injuste dans ce que je vais faire, parce que je vais vous parler un tout petit peu des gens que j'ai connus personnellement un peu. Et il y a sans doute des gens très importants des origines du RIN, dont je ne dirais pas un seul mot, j'en suis désolé à l'avance. Les présidents qui se sont succédés au début du RIN, ça a été d'abord André d'Allemagne, et Marcel Chaput était vice-président. Après ça, il y a eu Marcel Chaput. Après ça, il y a eu Guy Pouliot. Et bien sûr, Pierre Bourgault, donc 4 présidents successifs. Il y a eu beaucoup d'autres personnages qui ont été importants dans l'histoire du mouvement. Je pense à André Ferretti, à Thérèse de Guérin qui faisait de la sollicitation financière. Ferretti aussi en a fait beaucoup d'ailleurs. Gilles Grenier, organisateur qui est rendu au Bloc et au PQ dans la région de Québec, d'après ce que je crois savoir. Hubert Aquin, dont le décès tragique vous est connu, je pense. Pierre Renaud, qui est devenu trésorier du Parti québécois. Tous ces gens-là, ce qui les a réunis, c'était le désir de régler ce qu'on appelait à cette époque le problème national des Canadiens français. C'était vraiment dans ces termes que la question se posait. Cependant, en évoluant, en creusant le dossier, graduellement, le RIN est devenu, du seul fait même qu'on a restreint notre action, on restreignait notre action au territoire de la province de Québec, on a fait du Québec et un lieu, le lieu géographique de notre action, et aussi, bien sûr, on l'a vu de plus en plus comme la patrie d'un peuple qui incluait des gens qui n'étaient pas des Canadiens français. Lorsque le mouvement a été fondé le 10 septembre 1960, les gens sont venus de toutes sortes de tendances. L'Alliance Laurentienne existait déjà, qui était un mouvement généralement beaucoup plus à droite, conservateur, catholique, etc. Il y a des gens qui étaient
pas satisfaits de ça et qui ont voulu former une organisation, disons, peut-être plus laïque et aussi plus centrée sur les problèmes sociaux et sur le Québec des années 60 que sur le Québec des années, disons, 30 ou même 50. D'Allemagne. Un intellectuel remarquable. Son ouvrage, Le colonialisme au Québec, vaut encore la peine d'être lu de nos jours. C'est vraiment, il a été le premier peut-être à situer le combat québécois dans sa perspective moderne, c'est-à-dire celle de la décolonisation, qui était le grand phénomène international des années 50 et 60. Chaput, plus conservateur sans doute, plus modéré sur plusieurs sujets, néanmoins était un personnage extrêmement audacieux. Il a lancé 2 fois des grèves de la faim pour ramasser des fonds pour l'indépendance. La première fois, il avait fixé 100 000 $ comme objectif. Je crois qu'il ne l'a pas atteint, mais ça a été une cueillette très considérable. La deuxième fois, ça a été plus pitoyable. Il y a eu très peu d'argent. Il y avait une espèce de lassitude. Et il a abandonné la grève de la faim une deuxième fois à un moment où ça allait très mal pour lui. C'est quelqu'un qui était prêt à aller jusqu'au bout. Je pense qu'il aurait pu mourir pour la cause, Marcel Chaput. Je me souviens qu'il a été ridiculisé et humilié. Ça fait partie des sacrifices qu'il faut faire quand on lance un nouveau mouvement. Et il était, je peux vous conter une anecdote, il y avait un nommé Pat Burns, qui n'est pas le coach du Canadien, là, ou je ne sais trop, qu'on a connu par la suite. Il y avait un nommé Pat Burns, qui était animateur radiophonique d'une station AM qui s'appelait CKGM, station de langue anglaise, qui était la plus écoutée des stations anglophones de Montréal et qui était écoutée par énormément aussi de francophones. Et Pat Burns, dans son émission de Lignes ouvertes, avait dit à sujet de la grève de Chaput, grève de la faim, il l'avait présenté dans les termes suivants, et là j'invente les chiffres que vous allez entendre parce que je ne les rappelle pas exactement, mais ça vous donne une idée des propos. Il avait dit eh bien, M. Chaput poursuit sa grève de la faim. Il y a 14 jours, il pesait, disons, 247 livres et maintenant il pèse 187 livres et donc espérons que dans 321 jours, il aura disparu complètement. C'était très dur de se faire dire des choses comme ça à cette époque. Pouliot. Guy Pouliot, avocat, qui était le 3e président du RN, juste avant Bourgault. Guy Pouliot, je me rappelle comme quelqu'un qui apportait au mouvement la crédibilité d'être un professionnel, un avocat, un homme plus âgé que la plupart des autres militants qu'on était, puisqu'on était vraiment une gang de petits jeunes, hein, en général. Pouliot, lui, c'était fait le protagoniste de la diffusion d'une plaque qu'on pouvait coller sur sa plaque automobile. En 1967, c'était le centenaire de la Confédération et le gouvernement fédéral a fait un gros tapage avec ça et, entre autres, avait demandé à chaque province de collaborer et le Québec de Jean Lesage était tout à fait prêt à le faire et finalement, Lesage est tombé en 66, mais c'est vraiment Lesage qui était derrière ça. Les plaques en 67, les plaques du Québec portaient l'inscription 1867, Confédération. Alors, une petite plaque qu'on vissait a été distribuée par le RN et Guy Pouliot à Québec portait la sienne. Et on modifiait, en apposant cette mini-plaque sur la plaque, on transformait le slogan dans les termes suivants.
1867-1967, 100 ans d'injustice. Alors, mon Pouliot se promenait avec ça à Québec et d'autres. Moi, je n'avais pas d'auto à cette époque-là. Et il a été arrêté. Le sage a annoncé qu'il le faisait arrêter, disant que c'était un jeune fou, un écervelé. Et il a été arrêté et poursuivi parce qu'on disait qu'on n'avait pas le droit d'ajouter des chiffres, d'ajouter des numéros à ceux qui existaient déjà sur la plaque. Alors, il est allé en cours avec ça de Mathieu, que le 100 de la mini-plaque n'était pas un numéro, mais un nombre. Désigne un nombre d'années. Un numéro, ça suppose une séquence qui, ici, c'est 100, puis ça, 101, 102, etc. Mais c'était un nombre d'années. Alors, je n'ai jamais su exactement comment ça s'est terminé, mais en tout cas, je crois bien qu'il s'en est tiré. C'était des petits coups d'éclat qu'on faisait comme ça, assez régulièrement, jusqu'à un moment où certains d'entre nous, certains des gens du RIN, se sont lancés dans de vrais coups d'éclat. Une partie du FLQ est issue du RIN. Mme Ferretti, je ne sais pas si elle doit prendre la parole aujourd'hui, Mme Ferretti, non. Mme Ferretti, on l'appelait la passionnariat du RIN. Elle avait un talent extraordinaire pour aller chercher